merci. On va entrer peut-être un peu plus dans le détail des textes. Pour présenter un peu plus dans le détail les deux textes de Ahmed qui sont là. Avec tes mains, une étoile aux cheveux noirs. Alors avec tes mains est divisé en chapitres. Il y a 10 chapitres de 1932 à aujourd'hui en fait. Et les chapitres sont intitulés par un chiffre de l'année, 32, 42, 52, etc. Ça c'est une première chose. L'autre, le texte consacré à la maman, une étoile aux cheveux noirs, lui il est articulé sur un voyage. Donc Ahmed part de Bretagne et va près de Grenoble pour retrouver sa mère. Alors la question, ça aurait été de savoir est-ce que ces deux techniques-là de construction du récit sont des techniques ou correspondent à une réalité très précise. Non, il y a rarement de la technique. Lorsque j'écris, ce sont des choses qui arrivent un peu par impulsion. Et le livre, entre guillemets, dit sur mon père, est né dans la voiture. En fait, je conduisais ma voiture, j'allais d'Avignon à Lyon pour rencontrer des gens, et en l'occurrence, c'était des femmes d'un quartier du 8e arrondissement de Lyon, avec qui on devait faire des lectures le soir. Et lorsque je vais rencontrer des gens, que ce soit des élèves dans un lycée ou d'autres gens, il y a un processus comme ça de travail dans la tête qui se met en route en disant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire. Et j'ai aussi cette particularité de pouvoir rouler 800 km dans une voiture sans écouter la radio. Donc j'étais en train de rouler et arrivé à hauteur de Valence, la vie de mon père m'est arrivée, mais comme ça, c'est pas quelque chose que je cherchais. En partant de chez moi, j'avais pas du tout pensé que j'allais faire un livre. Et puis mon père est arrivé, on disait tiens, c'est marrant parce que sa vie était marquée par des dates en 42, novembre 42, les Américains reprennent possession de l'Europe, enfin de la reconquête contre les nazis. 52, c'est l'année où il s'installe en France, et c'est aussi l'année où j'arrive ici. 62, c'est l'indépendance de l'Algérie qui pouvait être une date qui avait un sens. Mon père est mort en 2002. Et donc ça m'arrive, et donc je me gare sur la voie d'après, enfin l'air d'après, et je marque dans un carnet comme celui que j'ai dans la poche ici, 42, 52, 62, 2002, voir ce qu'on peut faire avec ça. Puis je reprends mon truc, et le lundi, j'ouvre mon carnet, et voir ce qu'on peut faire avec ça, on va faire un livre. Voilà. Donc, et on était un 21 novembre, j'ai vite bâti comme ça la chose, et puis j'ai commencé à la première ligne en disant parler de toi, mon père, c'est comme remonter un fleuve en pirogue. À l'heure de ces premières lignes lancées sur le papier, je ne savais pas où tu pouvais être, et ça commence comme ça. Donc je n'ai aucune. Et 2 mois après, le livre est terminé le 21 janvier. Donc le texte, c'était pas encore un livre, le texte est terminé. Donc il n'y avait pas de technique. Alors l'autre livre, L'Étoile aux cheveux noirs, c'est un peu pareil, ça se passe dans la voiture. Rouler sans radio, vous verrez, vous pourrez écrire des livres. Là, je venais de rencontrer ma mère, donc j'étais passé la voir. Elle venait d'acheter une machine à coudre Singer. Alors je lui ai reproché de dilapider l'argent de l'héritage, qu'à son âge on dit oui mais mon fils, moi j'achète de la marque, hein, bon. Et elle parle comme les jeunes de la cité où elle habite. Et donc tout ça faisant, on discute, et puis en rentrant chez moi, où théoriquement j'ai à peu près 2h15 de route, je repasse par la fameuse maison dont je parlais tout à l'heure, et l'autre village où j'ai vécu entre 5 ans et 15 ans. Et en général, quand j'arrive dans ce village, je vais dans ma petite école, qui a changé, mais c'est quand même ma petite école, et je vais aussi au cimetière, parce qu'il y a beaucoup de mes amis de l'école, ou des gens qui étaient plus âgés dans ce village qui sont là, donc comme l'ancien maire qui pour nous était quelqu'un d'important dans le village. Et donc je fais ce passage-là, et après se passe un épisode qui dure 45 minutes, mais je ne peux pas vous le raconter parce que c'est trop long. Parce que dans le cimetière, je rencontre un type qui est là, et il me raconte en fait qu'il est le fils du général MacArthur. En fait, vous voyez, et il me montre une photo. Mais je vous raconterai ça en privé, parce que bien sûr c'est très long, mais ça dure 45 minutes. Et donc, je ressors par la grande porte du cimetière, et là ma voiture était garée là, et le gars il me dit mais vous faites quoi comme métier? Je dis rien. Puis j'avais 2 bouquins sur le siège, là, donc je lui tends les livres. Je dis mais voilà, j'ai écrit ça, parce que j'avais écrit un livre sur la résistance dans le Vercors, sur la Gourde de la Lure. Et il me dit dans ce village de merde, il y en a un qui est devenu écrivain. Enfin, et sur ces paroles poétiques, je reprends la route. Et là, j'ai 3 heures de route, et dans ma poche, quand je suis en voiture, j'ai un magnétophone pour parler dedans.
Et donc là, ma mère est arrivée, le village, le fait d'avoir remué des souvenirs avec ce type pendant 3 quarts d'heure. Et lorsque j'arrive chez moi, le lendemain matin, je dévide, j'ai 40 minutes d'enregistrement. Qu'est-ce que je fais? Je fais un livre. Voilà, la technique c'est ça. Voilà, c'est simple. Alors ce que je trouvais un peu intéressant, c'est le fait que précisément il y avait cet itinéraire, donc il part de Bretagne, il fait des étapes, et puis à chaque fois que l'itinéraire se déroule, quand l'itinéraire se déroule, il y a des thèmes qui s'imposent comme ça, qui le rattachent à sa mère, qui vous rappellent votre mère, et on retrouve un peu ça, le thème de l'itinéraire avec votre texte sur votre père qui s'appelle « Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi ». Et est-ce que c'est là aussi une chose qui s'est créée de toute pièce, ou est-ce que vous l'avez construit? Alors, je suis fasciné par le processus d'écriture d'Ahmed Kelwaz. Chez moi, les choses se passent un peu différemment. C'est-à-dire que ça passe par une obsession autour de quelque chose. Et l'obsession devient réflexion, pensée envahissante, plus ou moins structurée. Et je finis, heureusement d'ailleurs, pour moi, je finis par trouver une issue à cette obsession et à ces pensées. En l'occurrence, l'histoire du parcours en bus de Clichy-la-Garenne, donc qui est la banlieue parisienne, jusqu'au cœur de Paris, vient d'une obsession autour d'un ticket de métro que mon père m'a laissé, accompagné d'un mot. Le mot disait « Je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, je te laisse ce ticket de métro, ton père ». Pourquoi ce ticket de métro qui n'a rien d'extraordinaire est devenu obsession? C'est précisément par ce mot. Je discute pratiquement jamais avec mon père, pas parce que nous sommes fâchés, mais simplement parce que nous n'avons pas les mêmes centres de préoccupation. Et donc ce mot m'a intrigué, énormément intrigué, il m'a obsédé même, hein, le terme d'obsession n'est pas fort, il est juste. Et j'ai longuement réfléchi autour de ce mot, ou sur ce mot, et que j'ai pris initialement comme une absurdité. Alors c'est très difficile d'être confronté à l'absurdité, enfin en tout cas quand on rationalise. C'est quelque chose de très angoissant, l'absurdité, surtout quand elle vient de la part de quelqu'un qu'on aime beaucoup, en l'occurrence mon père. Et j'ai fini par sublimer ou transcender, ou on appelle ça comme on veut, cette absurdité-là, en faisant réellement cette fois-ci le parcours en bus, sauf que c'était dans le but d'écrire. Voilà. En réalité, la véritable finalité de ce parcours, c'était le texte. Le texte a sublimé, ça m'a permis de sortir de cette absurdité et d'aboutir à un sens quelque part. Et qu'en est-il de la construction du texte relatif à votre mère, où vous lui racontez, vous lui lisez le livre de ma mère d'Albert Cohen? Est-ce que ça, c'est aussi un procédé? Enfin, est-ce que c'est un procédé, ou est-ce que ça s'est effectivement passé comme ça? Alors le départ est le même, toujours une obsession et des réflexions. Ici, il s'agit de réfléchir sur le thème de la différence. J'ai été frappé par la différence à deux moments cruciaux de ma vie. D'abord, la découverte de mon homosexualité, donc en Algérie, dans un pays musulman, famille pratiquante. Et puis, deuxième découverte de ce que la différence peut être et de ce qu'elle peut apporter de violent, parce que le rapport à la différence peut être violent, que ce soit sa propre différence ou celle des autres. C'est mon arrivée en France. Donc là, il s'agissait d'une autre différence, c'est celle de la culture et de la confrontation des systèmes de valeurs. Donc, même processus de création générale, c'est-à-dire ces deux réflexions-là ont fini par m'habiter pleinement, par m'obséder pleinement. Et en passant par des études de philosophie notamment, j'ai pensé réellement, j'ai réfléchi à la question de la différence et surtout comment réunir les voix discordantes et comment réunir les différences et qu'est-ce que ça peut signifier ce fameux vivre ensemble. Alors je commence par une réflexion philosophique et puis je me rends compte que tout est déjà là dans le rapport à ma mère.
vieille, analphabète, musulmane, conservatrice, moi intellectuelle, jeune, vivante en France, homosexuelle, avec un rapport à la littérature, etc. Et finalement tout nous opposait, et je me suis dit il suffit que tu trouves à partir de là il y a déjà matière à traiter ce thème-là. Il suffisait de trouver un dispositif. Là en revanche c'est un réel dispositif littéraire. Cette lecture n'a jamais eu lieu, et donc j'imagine ces deux personnages qui sont les doubles de ma mère et de moi-même, où le narrateur, donc le fils, fait la lecture du livre de ma mère d'Albert Cohen à sa mère. Ce livre a évidemment été choisi pour tout un tas de raisons. Le rapport à la mère, le rapport à la mort, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce texte. Le rapport à la mère, donc le rapport à la mort, le rapport au regret. Et puis il s'agit d'une histoire simple finalement, hein. C'est un homme qui perd sa mère, et la mère dans mon texte est analphabète, donc il s'agissait aussi de l'amener d'essayer de trouver un lien, mais simple. Enfin, il ne s'agissait pas de lire un texte de Claude Simon ou de Beckett. Il fallait trouver quelque chose de simple qui lui parle, qui la touche. Et aussi, et pas des moindres, ce texte a également été choisi parce que l'auteur est juif. Voilà, donc il s'agissait aussi de traiter, et ça s'étale sur 23 jours de lecture, et on observe comme ça tout ce qui peut se passer autour de thèmes qui les crispent tantôt et qui les réunissent aussi. Alors l'hypothèse que je m'étais faite, c'était que, en fait, pour les deux, vous aviez écrit sur votre père et votre mère, de façon un peu délibérée, en manière d'hommage ou de récapitulation de vos relations avec eux. Mais en ce qui vous concerne, vous avez donc écrit en premier sur votre mère, puis sur votre père, mais on ne peut pas dire que c'était... d'après ce que vous dites, les deux textes sont venus d'obsession, mais ça n'a pas nécessairement à voir avec réellement une volonté de rendre compte de la vie de vos parents. Si, quand même, quelque part. Il y a notamment dans Ma mère et moi un passage où il s'agit clairement de cela, dans la mesure où la mère prend la parole. Et moi, je trouve ça merveilleux qu'une femme de cette condition-là, évidemment, ça n'a rien de méprisant, hein, on est tous dans une condition, arrive à la littérature, accède à la littérature. Donc c'est moi qui lui donne la parole. Donc là, ici, il y a une forme d'hommage. Et en plus, dans ce passage-là, j'arrive à lui donner une réelle force. Donc on n'est plus dans la pauvre mère analphabète, etc. Je trouve qu'elle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elle acquiert une réelle force. Donc là, oui, pour moi, il y a définitivement un hommage et un amour à ma propre mère. Dans le texte de mon père, je trouve que c'est plus sur cette différence, sur cette confrontation. Le rapport n'est pas du tout le même. On est dans un rapport que je qualifierais de viril. Enfin, on est dans un rapport social. D'ailleurs, le texte l'histoire se passe à l'extérieur. On est dans un rapport à la ville aussi, alors que dans Ma mère et moi, c'est un huis clos. S'il s'agissait de trouver un hommage, je dirais qu'il est davantage à ma mère dans le texte de Ma mère et moi. Et à ce qui vous concerne, c'est l'inverse. Vous avez démarré avec votre père, puis votre mère. Quelle place ces textes ont-ils dans votre trajet d'écrivain ? C'est pas le seul hasard qui a guidé ça, puis certainement l'âge, en tout cas une période de la vie. Mais ces trois textes, on va dire, c'était trois textes qui tournent autour de ma famille, sont trois parmi 50 ou 60. Donc j'ai écrit à peu près, je crois que quelqu'un a comptabilisé 56 textes différents, donc en comptant les pièces de théâtre, les nouvelles, la poésie et d'autres choses, et les livres pour adolescents. Donc ce sont des livres, mais qui arrivent dans un repère de vie. Les gens qui écrivent, éventuellement écrivent sur leur père ou sur leur mère. Les gens qui n'écrivent pas, ils pensent. Et ce qui m'intéressait, lorsque j'ai commencé à écrire le livre
qui parle de mon père, c'est que ce ne soit pas le livre qui va parler de mon père, mais que ce soit le livre qui parle de milliers de pères. Ça, c'était quelque chose qui était présent tout de suite. Et dans le second livre, lorsqu'il y a la promenade, la traversée de la France en cyclomoteur, en mobilette, il est important non pas que je parle de ma mère, certes, mais que le narrateur rencontre des gens à travers la France qui, pour telle ou telle raison, sont sur son chemin et apportent un autre propos. Et ce qui m'intéresse, c'est une fois que le livre est sorti, lorsque le livre est sorti, ce qui m'intéresse, c'est quand les gens viennent, des dames qui me parlent de l'étoile aux cheveux noirs en disant ben oui, ma mère c'était ça, ma grand-mère c'était ça, ou qu'on me dit mon père c'était ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas tant. Moi je vais retrouver ma mère vendredi prochain. Ce qu'on aura à se dire, ça va se passer dans les 15 mètres carrés de la cuisine. Voilà. Il ne sera pas question de littérature. Elle ne va pas me dire ah oui, j'ai entendu parler du livre là, qui parle de moi, il paraît que ça marche bien pour toi et pour nous. Non, elle va me dire est-ce que tu as faim, viens, installe-toi. Et donc je fais bien la différence entre les choses, entre le travail de celui qui écrit. Et tout à l'heure on évoquait avant la rencontre, j'ai écrit un texte, un livre sur les violences conjugales, et ce texte-là a autant d'importance que ces livres qui sont sur la table, ou je pense autour d'un livre sur le harcèlement scolaire, qui a aussi de l'importance, parce que moi quand j'écris pour rencontrer les gens. Ici, il y a ce livre qui est ici, c'est une collection de 55 textes, et tout à l'heure je parlais de la rencontre quand je vais aller voir des gens quelque part dans une bibliothèque, ou une librairie, ou un lycée, et là il y a eu une première rencontre dans une bibliothèque de Bourgogne, et en partant le lendemain matin, parce que le maire de ce village avait fait construire une bibliothèque, et non pas remplir des placards avec des étagères. Et donc la réflexion de travail de cet homme m'a fait écrire ce texte, et je me suis dit, le lendemain matin, donc j'ai envoyé le texte à la bibliothèque en disant voilà, j'ai écrit ça en rentrant ce matin dans ma voiture, et donc ils m'ont dit est-ce qu'on peut l'afficher dans la bibliothèque. J'ai dit oui, faites. Et je me suis dit, à chaque fois que tu vas aller dans une rencontre de bibliothèque ou de librairie, tu vas écrire un texte qui sera disponible le lendemain matin à 8h30 et qui va retourner là où tu étais la veille à 20h30. Et donc j'ai fait ça pendant 8 ou 9 mois, et ça a donné ce livre où il y a 55 textes à peu près, parce que ces textes-là sont le reflet des gens, et si j'ouvre la page à tel ou tel endroit, dans tel ou tel lieu, je sais qui était là, et c'est grâce à ces gens-là que moi j'écris. C'est pas. L'autre jour, il y a un élève qui me dit monsieur, vous êtes un intellectuel. Je dis non, tu rigoles. J'ai commencé ma carrière derrière un camion poubelle à 16 ans, donc. Ou alors il y avait la phrase de Nougaro qui disait un intellectuel, donc comme ça serait plutôt ça pour lier avec mon père. Voilà. Mais l'écriture, pour moi, je la conçois toujours comme. L'autre jour, j'étais à Marseille, là, il y a quelques jours, et j'arrive comme ça en travelling à l'entrée sur le port, il y a les bateaux qui partent en Algérie, et donc j'ai écrit un texte à cet endroit-là, avant de repartir de la gare Saint-Charles, que j'ai lu la semaine dernière. Et voilà, c'est toujours, et je termine avec ça, avec ces petits textes-là. J'ai un ami qui a perdu son frère il y a 15 jours, dans des conditions difficiles, compliquées, et donc j'ai écrit un texte que je lui ai envoyé, et donc il m'a répondu, il me dit merci, et quelques heures avant d'aller faire la lecture que je faisais il y a 8 ou 10 jours dans la Loire, je lui ai envoyé un mot, je lui ai dit est-ce que tu veux que je lise ce texte? Et il m'a dit oui. Et après la lecture, il m'a envoyé un mot en disant comment ils l'ont pris. Alors je lui dis bien, il me dit merci. Voilà, c'est juste ça l'écriture. Juste ça. Je voulais revenir sur votre père, justement. Vous disiez que vous vouliez parler de votre père en tant que représentant d'une époque. Beaucoup d'Algériens peuvent se retrouver dans le portrait de votre père. Ça, je l'ai bien perçu. Il m'a semblé qu'il y avait tout le temps une hésitation entre le tu et le vous dans le texte, une oscillation entre le tu et le vous, le tu du père et le vous des hommes de sa génération qui ont vécu la même expérience. Mais j'ai cru percevoir une autre hésitation chez vous. C'est la volonté de compréhension, la recherche de compréhension du père, et notamment des raisons pour lesquelles il n'est jamais revenu en Algérie. Par contre, il a voulu se faire enterrer en Algérie. Il est enterré tout seul, là-bas, en Algérie. Et une forme de rancune, en quelque sorte, que vous éprouvez à son égard. Est-ce que je me trompe?
Non, il n'y a pas de rancune par rapport à la fin, par rapport au voyage du corps, au voyage du mort. Non, il n'y a pas de rancune, et parce que ça se faisait comme ça. Les gens qui venaient à l'époque venaient sans savoir s'ils allaient rester ici 1 an, 3 ans ou 5 ans. Et les gens qui les employaient, c'est pareil, ils ne savaient pas que... lorsque mon père est décédé, il s'est retrouvé avec... il avait fait la guerre déjà, et après il s'est retrouvé avec 16 années de salaire, parce qu'il a été question de toucher une retraite. Et d'ailleurs, un de mes frères m'a offert ça après la mort de mon père, comme un parchemin, c'était des feuilles de paye qui étaient enroulées. Et donc ça veut dire qu'on l'avait grugé d'à peu près plus de 30 ans de travail. Donc ça veut dire que quand les gens arrivaient à cette époque-là, on ne savait pas, et c'était vrai pour les Italiens, et quand j'écris nos pères, je parle des Italiens, je parle des Polonais, parce que l'ami, nous étions, mes copains s'appelaient Kowalski, Kiatowski, etc., Prouchik, donc ça c'était aussi la proximité d'autres gens qui arrivaient d'ailleurs, les Espagnols aussi. Donc c'était tous ces gens-là, mais c'est aussi les Normands. Les Normands qui venaient travailler dans les usines Renault à Paris, c'était les Vosgiens qui descendaient dans les villes. C'était ça les hommes, c'était les hommes de la campagne de Savoie qui partaient travailler dans la vallée de la Maurienne, dans la chimie. Les hommes qui quittaient l'Ardèche ou la Drôme pour travailler dans la vallée du Rhône à Rhodia, ce qui s'appelait Rhodia à une époque, ou dans les vallées de la Durance où on fabriquait du gaz pour la guerre de 1914. Donc voilà, les hommes, c'est tout ça, les hommes. Et c'est pas que les Algériens, c'est pas que mon père. Et donc le fait qu'on l'ait envoyé, l'autre jour je suis allé sur la tombe de Georges Brassens il y a 15 jours, et puis voilà, lui on lui a pas mis un petit pain parasol, et personne ne va venir se pencher sur son petit tas de terre, malheureusement. Je pensais pas une rancune concernant le fait qu'il ait été enterré en Algérie. Je pensais une espèce de difficulté à vous représenter l'image de votre père en toute sérénité. Il y a quelque chose de l'ordre du tirage dans votre texte concernant votre père. À certains moments, on sent je t'en veux de ça, je regrette que. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, je parle plus de l'Algérien représentatif ou de nos pères qui ont travaillé pour la France, etc. Je parle de votre père à vous. Oui, mais après, dans une vie d'être humain, homme ou femme, il y a toujours, on fait un bilan. On fait un bilan, et puis on dit peut-être que j'ai raté ça. Et moi, je le mets avec un objet, avec un calque qui est issu de ma propre vie, avec le rapport à mes propres enfants. Donc lorsque je fais quelque chose, ou je faisais quelque chose avec mes propres enfants, évidemment le calque, je pouvais le poser sur ce que faisait mon père ou ne faisait pas mon père. C'est juste ça. Mais on ne peut pas, et jamais je ne vais reprocher aux générations d'avant d'avoir simplement être parti très tôt le matin pour travailler et être rentré très tard le soir en ramenant un peu d'argent pour faire vivre une famille. On n'est pas chez Françoise Dolto. C'est autre chose. Nous, on a vécu quelque chose. Il y avait un souterrain au bout duquel on a essayé de s'extirper. On est dans une autre strate. Et là, nous, lorsqu'on vit avec nos enfants, on essaie de faire autre chose et peut-être de se servir de ce manque qu'on a eu, évidemment, qu'il y a eu du manque, pour donner un peu plus. C'est un petit peu ça. Mais il n'y a pas de... mon père, lorsqu'il était presque mort, il me tenait par l'épaule en disant « Ah, ça, c'est mon fils. » Bon, on peut considérer qu'il y avait un petit peu de rapport, quand même, entre nous. Hein. Même s'il avait la photo de Jacques Chirac sur son lit, et pas la mienne. Mais bon, ça, c'était quelque chose... Donc, c'est l'idée du père un peu absent. C'est votre cas aussi. Votre père était... Alors, par contre, ce qui apparaît chez vous et qui n'apparaît pas chez Ahmed, peut-être, c'est le fait que vous éprouvez de l'admiration pour certaines qualités de votre père, qui sont des qualités en apparence superficielles, mais qui renvoient peut-être à une forme de dignité très profonde sur laquelle vous mettez beaucoup l'accent. Alors oui, il y a de l'admiration sur des choses pas du tout superficielles, là, quand je parle de l'aspect du rapport au sport que mon père a et que moi je n'ai pas du tout, parce que mon père est un ancien sportif d'assez haut niveau et moi je ne comprends rien au sport,
c'est pas du tout superficiel, ça conditionne, c'est existentiel, c'est en rapport au corps et donc à l'homme, c'est-à-dire à l'être humain. Donc il y a de l'admiration là-dessus, il y a de l'admiration autour de l'élégance. Là pareil, c'est un rapport aux autres aussi, c'est quelque chose encore une fois d'existentiel, c'est pas superficiel. Et puis il y a aussi de l'incompréhension, en tout cas il y a du ressentiment, il n'y a pas que de l'admiration, il y a du ressentiment, et c'est ça d'ailleurs qui conditionne l'écriture, hein. C'est pas, les deux textes ne sont absolument pas des portraits, hein, c'est ce que je disais, c'est au contraire sur cette incommunicabilité-là qui existe dans les deux cas, avec mes deux parents, et ce qu'on peut en faire. Alors vous parlez d'incommunicabilité, mais par rapport, dans le cas de votre mère, il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est la revendication permanente que vous avez d'être reconnu par elle en tant qu'homosexuel notamment, avec tout ce qui fait votre culture propre, et en même temps, donc qui pourrait créer un éloignement, et en même temps la proximité phénoménale que vous avez avec elle, et notamment au plan physique. Ça, c'est... J'avoue que votre façon de vous adresser à votre mère, ça c'est très personnel, mais je suis éperdue d'émotion quand je lis votre texte, à cause de cette relation que vous avez avec elle. Oui, il y a quelque chose de paradoxal, hein, c'est ce que vous dites. C'est vrai. Il y a quelque chose de paradoxal, et en même temps, je crois que ce n'est pas si paradoxal que ça. Je crois que c'est un esprit idéaliste ou utopiste peut-être, où je me dis, comme il y a déjà ce rapport fusionnel physique dont vous parlez si justement, eh bien autant aller plus loin pour arriver au plan du langage et de la pensée, et pour pouvoir aborder notamment des sujets tabous et être sur le plan de l'idée et non pas simplement sur on partage un repas, je te fais un massage, on chante ensemble ou on regarde un film, etc. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'utopiste qui est porté par ce texte, par les deux textes d'ailleurs. Et c'est ce qui anime mon écriture et qui dit quelque part, ça c'est un acquis, c'est là, tant mieux, c'est très bien. Et d'ailleurs c'est un refuge, à chaque fois que la communication n'aboutit pas, c'est un refuge, hein, c'est ces moments dont vous parlez, c'est un refuge. Bon bah revenons alors là où ça se passe bien. Mais je crois qu'il y a dans ma démarche quelque chose de allons plus loin. Alors justement, c'était la question que je me posais au moment. Vous dites clairement dans le texte que vous voudriez la changer sur certains points. Et je me demande maintenant si vous avez toujours envie de la changer. Parce que moi, si j'avais à votre place, avoir le type de relation que vous avez avec elle, ça me paraîtrait suffisant. Est-ce que vous avez toujours envie de la changer, ou est-ce que ça c'était une façon une sorte d'écriture, quoi? Alors je ne suis pas sûr que je dise explicitement la changer, si. Je dis peut-être, je ne sais pas si elle peut changer, j'écris, non, mais pas je voudrais la changer, c'est ça. Ce qui est un peu pareil, mais formulé différemment. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai toujours... Non, je crois que je suis en train de faire mon deuil. Un deuil du changement de sa mère. C'est ça. Si on peut parler de deuil. Alors, ce qui est en commun entre les deux mères, là, la vôtre et celle de Ahmed, c'est la bivalence. Ce sont des femmes très soumises et extrêmement puissantes. Et c'est des femmes qui sont, alors toutes les deux, très fort caractère en plus. Et on pourrait peut-être poser la question à Ahmed de savoir si... est-ce qu'on peut considérer que c'est des traits de caractère qui sont renforcés par leur situation, ou comment vous les considérez, ces traits-là? Ma mère avait un redoutable avantage sur mon père, c'est qu'elle parlait français. Elle n'écrivait pas, mais donc elle était capable de converser avec des gens à l'école, dans le village, ou lorsqu'elle allait faire des courses, ce qui n'était pas le cas de mon père. Et donc je pense déjà ça donne une force dans la vie sociale par rapport à ses pères qui n'étaient que des gens silencieux, des espèces d'ombres qui allaient, comme je disais tout à l'heure, du chantier à la maison. Et donc son caractère, je crois, il tient là, parce que c'est elle qui tenait la boutique aussi, à l'intérieur de la boutique. Et mon père, on lui demandait pas... c'est quelqu'un qui était
relativement gentil par rapport à ce que pouvaient être les hommes de l'époque, et il ne demandait pas le pouvoir, c'est-à-dire que quand ma mère me dit maintenant, hein, elle me dit, ton père, quand il apportait l'argent, il le posait sur la table, il ne s'occupait pas du reste, donc il n'allait pas, ni il allait le dépenser en boisson, ni en allant faire je ne sais quoi. Le seul vice qu'il avait, mais c'était le vice de millions de personnes, c'était d'aller jouer au tiercé, à l'époque où il n'y avait que le tiercé. Donc ça c'était, comme disait Guy Lux à l'époque, c'était son dada. Mais et d'ailleurs une fois on a failli gagner des millions un jour à cause d'un fameux numéro qui était arrivé 4e et pas 3e. Sans ça je ne serais pas ici, mais avec M. Bolloré sur notre yacht. Et on ne serait pas en train de parler de nos mères. Voilà, donc, mais je pense que ma mère avait c'est quand même cette chose, les mots c'est important, le fait de pouvoir discuter avec des gens. Ma mère, lorsqu'elle me raconte une fois, elle va dans la poste à Grenoble, et puis elle rentre, et puis les livrets A à l'époque c'était manuellement marqué 1250 francs et Donc, et elle sort de la poste, puis elle a un doute, elle ne sait pas lire les lettres, mais les chiffres ça lui dit elle. Et puis elle revient dans le bureau de poste et elle dit, madame, vous avez fait quelque chose, mais c'est pas comme ça, j'ai plus d'argent normalement. Et puis comme elle est pugnace, donc elle tient bien, et donc on lui fait venir le directeur de l'agence postale, qui se rend compte effectivement que sa caissière escroque les gens. Voilà. Mais qui c'était pas, j'allais dire, c'était monnaie courante, sans faire un jeu de mots, parce que c'était monnaie courante pour tous ces gens-là qui ne savaient pas lire. Et ce n'est pas pour faire injure à qui que ce soit. Ça se passait, on a un petit peu évoqué ici avec des élèves l'histoire des harkis, et ça se passait dans les camps de harkis. Les premiers dépositaires de l'argent des prestations familiales étaient les chefs de camp. Et cet argent était ensuite distribué, donc j'allais dire selon le bon vouloir du chef de camp. Et ma mère avait quand même donc cette intelligence sociale de dire peut-être que là, et que mon père, comme j'étais là, lui s'est retrouvé avec 16 années de salaire sur 40 et quelques. Hein. Et voilà. Donc, et c'est là où elle avait du pouvoir plus par rapport à mon père, et elle n'était pas soumise au sens, je pense qu'elle était maligne aussi, et rusée, elle savait ce qu'elle pouvait faire et ce qu'il fallait éviter de faire. Mais quand vous parlez de votre mère, vous mettez aussi beaucoup en valeur les déterminations sociales qui pèsent sur elle, le rôle attendu d'une femme, la condition de précarité, etc. Tout ce qui peut créer chez elle une personnalité qui Oui, mais ça c'est mon photomaton. Donc il faut se rendre compte, donc le livre L'étoile au cheveux noirs qui parle de ma mère, je l'écris en 35 jours. Donc j'ai pas, comme je disais là, moi je ne m'accorde pas le temps de réflexion, de bâtir. Les choses viennent comme ça, et puis lorsque c'est terminé, c'est terminé. Et peut-être que si je fais un livre qui parle de ma mère dans 2 ans, peut-être que j'en ferai un, il parlera d'une autre manière, de manière peut-être plus apaisée, plus différente. Parce que l'écriture, elle se fait dans un temps donné. C'est pour ça que j'aime bien écrire vite. Parce que on est, si là on est à peu près le 3 décembre, on est dans un temps psychologique particulier qui ne va pas être celui du mois d'avril. Voilà. Et donc moi je n'aime pas laisser traîner comme ça le temps. Et ma mère, au moment où je prenais cette photo, là, à ce moment-là, peut-être qu'il y avait ces mots-là et que je n'aurais pas mis ces mots-là quelques mois après. Et ce que je raconte dans le livre, c'est presque un 10e ou un 50e de ce que ma mère aurait pu me raconter. Mais je me suis toujours refusé à avoir des renseignements pour faire quelque chose. C'était mon ressenti, ça pouvait être vrai, mais c'est mon ressenti. Si c'est faux, c'est aussi mon ressenti. On peut pas, c'était pas pour faire joli en fait. Ça, c'était pas pour. Ma mère était certainement quelqu'un de difficile à vivre pour nous, mais ma mère a eu 14 enfants. Donc moi, à aucun moment de ma vie, moi je vais chez moi, je lave le linge et je l'étends, parce qu'il y a un sèche-linge qui s'appelle le Mistral, donc ça me balance bien. Et lorsque j'étends le linge, quel que soit le jour, je pense à ma mère toujours. Et lorsque l'hiver, le linge gèle un petit peu, devient un peu raide, c'est ma mère qui est en train d'étendre le linge. Et lorsque je vais dans le petit village de avant mes 5 ans, il y a un bassin où ma mère lavait le linge, là, et c'est le bassin de ma mère. Et ce qu'elle a fait, elle, et ce que faisaient les femmes de son époque, on ne peut rien leur reprocher. On peut pas lui dire non, j'ai mal mangé ce soir-là ou j'ai mal dormi.
Parce que imaginez, ma mère, et moi j'ai un souvenir de ma mère arrivant avec son 4e ou 5e enfant, il faudrait que je calcule, et là j'ai 4 ans. Et ma mère rentre dans de l'hôpital où elle avait accouché, et elle revient avec une petite fille, et ma mère s'installe là et elle pleure. Et moi, en février 1956, j'ai le souvenir de ma mère qui rentre de l'hôpital. Et alors, tout à l'heure je parlais de Françoise Dolto en blaguant, mais voilà, on n'est pas dans le même truc. On revient avec un enfant, sachant qu'il y en a un qui est né 1 an avant, un qui est né 2 ans avant, et un qui était moi, qui était né un peu plus encore avant, et un autre qui était né encore un peu plus avant. Donc à partir de là, effectivement, il ne reste plus qu'à nous moucher dans le tablier à carreaux. On ne va pas nous chercher des Kleenex, hein, c'est pas possible. Je serais passé sur la fratrie comme thème, mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne chez vous, dans votre rapport à l'écriture que je découvre, puisque vous le dites là, c'est que vous parlez de photomaton, effectivement, vous décrivez votre écriture comme un effet d'instantané. C'est-à-dire que c'est comme si vous disiez, je n'élabore pas, tout va au fil de la plume, et au bout d'un moment, ça s'arrête. Est-ce que c'est comme ça que vous écrivez ? Non, moi je n'élabore pas. Le texte de Marseille que j'ai mis ici, je vais lire 3 lignes, c'est pas pour raconter l'histoire, mais donc il y a le travelling comme ça. C'est toujours une image étonnante. À l'entrée de Marseille, le train perd de la vitesse et sur la droite apparaissent des navires, la mer, une petite île. Puis en quelques secondes, le décor change. Du linge au balcon et surtout une multitude de signes et mots accrochés aux façades. Même pas des phrases compréhensibles par le commun des mortels, mais des hoquets, des signes, comme s'il fallait écrire sur les murs pour exister. Je n'aime pas cette ville, depuis longtemps, ou toujours peut-être parce que c'est la porte vers l'Algérie, une porte fermée depuis un demi-siècle. Le temps a parcouru nos échines et nos cheveux, c'est une histoire ancienne, qui est sans doute là, au bord du cœur, cigarette en équilibre sur le cendrier, ou une fleur fatiguée qui se couche lentement sur le rebord d'un vase. Avec mes doigts, nocturnes, j'aurais pu tracer 2 mots à l'encre noire. Pourquoi ici ? Mon père aussi, mais il ne savait pas. Sans s'attarder, il a filé par le premier train venu qui montait vers le nord pour une vie balayée par le vent du montagne. Donc l'écriture, elle est là, et quand le train s'arrête, le texte il est fini, et puis il n'y a pas eu de construction avant. C'est le slogan qui est là, qui fait écrire le texte, et sans ce voyage, alors j'ai pensé ce petit truc parce que j'étais il y a 3 semaines dans un endroit près de Rodez, dans l'Aveyron, et il y a un copain bibliothécaire qui arrive de Doria qui me dit Ahmed, j'ai vu quelque chose pour toi ce matin sur la route. Il me dit, il y a sur un mur, c'était écrit, j'arrivais pas à dormir. Je suis sûr que tu vas me faire un texte avec ça. Et donc le texte il est là. Le soir, donc c'était le salon, c'était le samedi. Donc le soir, je lui ai envoyé le texte. Je dis voilà, j'ai fait le texte. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui a écrit cette phrase-là. J'arrivais pas à dormir. C'est extraordinaire. Et moi je peux pas l'inventer. Les slogans qui sont marqués à l'entrée des villes en général, mais là à l'entrée de Marseille sur la voie ferrée, je vais pas les inventer. C'est eux qui provoquent l'écriture. Il y avait une inscription un jour entre la gare d'Austerlitz et la gare de Lyon à Paris où c'était marqué « Regarde le ciel ». Donc si je ne le vois pas, je ne regarde pas le ciel. Alors, il était gris en l'occurrence, donc après, la science un peu c'est de faire de la poésie avec ce qui nous tombe sous la main, mais ça c'est le déclencheur, c'est ça qui déclenche. Donc il n'y a pas de construction. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je voulais vous demander, parce que précisément, ma mère et moi, et le récit du père, j'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, ce sont des petits textes, mais on a l'impression quand même qu'ils sont élaborés. Ce sont des textes courts, je veux dire. Ah oui, complètement, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis très, très admiratif vraiment de la façon de travailler d'Ahmed Kalouaz. Ça c'est l'âge. Ça doit être ça. Bon, j'y viendrai peut-être dans peu d'années, dans très peu d'années. Non, moi je pars d'une obsession, une réelle obsession qui m'occupe pendant plusieurs années. Ma mère et moi, je l'ai portée en moi pendant une bonne douzaine d'années. Et c'est sorti en revanche en même temps que pour Ahmed, c'est-à-dire en 3 mois c'était fini. Voilà. C'est court, c'est dense, c'est concentré. C'est court parce que je vais à l'essentiel, c'est ma façon de faire.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais à l'Assomption? Non, pourquoi est-ce que dans Ma mère et moi, le syntagme là, ma mère, est très souvent répété. Alors certaines fois vous dites je parle avec les mots de ma mère, je lui parle avec ses propres mots pour pouvoir la comprendre, mais quand vous répétez ma mère fait ceci, ma mère fait cela, je prends un exemple au hasard. Le père de ma mère était apothicaire, ma mère a tout le temps peur d'être malade, elle a un remède pour tout, ma mère habite en Algérie, mes parents sont rentrés. Donc pourquoi est-ce que vous répétez alors que ça c'est pas nécessaire de le faire pour le lecteur? Oui, la nécessité dont je parlais, c'est une nécessité de fond. Ce dont vous parlez, c'est la forme. Pourquoi cette forme? Là, pour le coup, c'est pas vraiment l'épaisseur. Autant l'épaisseur, c'est pour le fond. Ce dont vous parlez, c'est purement formel. La question qui a alimenté, parce que, comme je vous le disais, donc, je suis parti d'une question, comment unir deux voix discordantes pour la formuler très simplement? La réponse que j'ai trouvée, c'est en musique. Et c'est la réponse qui est donnée à l'intérieur du récit. Alors cette réponse-là, je la donne deux fois. Je la donne dans le récit lui-même, dans l'histoire qui est en train de se dérouler, et puis dans l'écriture. J'ai voulu une écriture musicale parce que je pense que si je dis que la littérature, et c'est ce que je dis clairement, dont je n'ai pas eu le temps de bavarder avec toi, c'est que l'écriture pour moi est un moyen de réunir les opposés, sachant que la deuxième question, en tout cas dans le cas de Ma mère et moi, c'est que au moment où ils chantent, au moment où les deux personnages, finalement c'est ça, c'est qu'au moment où les deux personnages chantent, quand on est dans la musique, on est au-delà des idées, et là on ne s'intéresse plus à qui va épouser qui fait quoi, etc., etc. On est dans quelque chose qui est au-delà des idées. Eh bien, j'ai réuni les deux. C'est pour avoir pourquoi la répétition et pourquoi ces phrases courtes pour la musique. C'est une définition de la musicalité. Enfin, vous donnez un exemple de musicalité à votre mère, justement, qui est une phrase d'Albert Cohen. Et chacun ici peut imaginer ce que c'est qu'une phrase d'Albert Cohen, quand même. Et votre musicalité, elle est quand même très différente. Est-ce que c'est une question de génération? C'est une question de beaucoup de choses. Génération, évidemment. Culture, évidemment.